marcher. 2 secondes. Bonjour, du coup moi je m'appelle Baptiste Maillot, alias Chiro, je suis au pôle reverse de Synactive et aujourd'hui on va vous présenter du coup une petite, la CVE 2025 sur FastCGI, donc on a trouvé l'année dernière sur un petit projet de recherche. Alors d'abord la bibliothèque FastCGI, qu'est-ce que c'est pour ceux qui connaissent pas trop? C'est une bibliothèque en C qui est du coup fait pour des applications web légères, c'est perfo, ça prend pas trop de place. Du coup, c'est un truc qui va souvent se retrouver sur des équipements plutôt en embarqué. Et en fait, ça va être la brique qui va être utilisée sur tous les petits binaires. Si certains pentesters ont déjà vu des points CGI ou des trucs comme ça. C'est une librairie qui est vieille. Elle a été créée en 96 et le code, il a quasiment pas bougé depuis. Donc, je trouve ça un petit peu drôle de se dire que si le développeur à l'origine s'était dit que si le premier type qui lui trouvait une vue dessus, il n'était pas encore né, c'était vrai. Comment ça fonctionne du coup au niveau architecture générale? On va avoir un autre client HTTP qui va aller faire notre requête HTTP classique sur un serveur web, un moteur HTTP qu'on va retrouver comme du Nginx, du LTTP. Ça supporte pas mal de moteurs web assez bien utilisés. Et la librairie, elle va faire la couche du coup IPC entre ce serveur Nginx par exemple et du coup le fameux CGI bin. C'est un binaire qui va lui être développé en C, compilé, et qui va vraiment faire la logique et le rendu HTTP de notre serveur web. Du coup, hormis le binaire à coder en C, il va lui falloir lui fournir un petit fichier de configuration. Ce fichier de configuration, il va notamment définir sur quel endpoint il va pouvoir faire sa communication IPC avec le binaire. Donc là, on a un petit exemple qui va faire ouvrir un endpoint sur le port 192.168.0.3 de la machine sur le port 9000. Le reste, pour la présentation, on s'en fiche un peu sur tout ça qui va être important. Sachant que ces hosts et ces ports, on peut du coup le définir aussi en 127 si on a envie, et on a la possibilité de aussi faire des sockets Unix. C'est permis par le protocole FastCGI du coup. Du coup, niveau scope, ce qui va se passer, c'est que le scope il va grandement il va grandement changer en fonction de l'exposition de la socket dans la configuration. Donc, si la socket elle est exposée en local uniquement avec un 127, on va pouvoir taper ce port uniquement si on a déjà une SSRF par exemple. On va essayer de transformer une SSRF en RCE. Sinon, on va avoir les classiques LPE et bypass de sandbox si on est déjà du coup sur la machine. Si c'est une socket Unix, on ne pourra plus faire des SSRF, donc ça va être le scope va uniquement se limiter à LPE et bypass de sandbox. Et après, comme on l'a vu dans la configuration juste avant, si elle est exposée sur le LAN, là en plus de ça, on peut ajouter une potentielle RCE parce qu'on a directement accès au protocole, au port et donc au protocole FastCGI qui va bien. Pour comprendre un peu du coup la vulnérabilité, on ne va pas avoir le choix que de passer par le protocole en soi, comment il va fonctionner. Donc ça va être un set de différentes structures qui vont être utilisées pour pouvoir communiquer entre le serveur Nginx et le binaire FastCGI. Donc là, on a un exemple de la structure header qu'on va retrouver systématiquement avec quelques petits champs. Donc on a la version type l'idée de la requête, etc. etc. Ensuite, une fois qu'on aura ce header, on va avoir des types de paquets différents sur le protocole en question. Donc là, on a l'exemple du paquet de type FCJ Begin Request Body qu'on va retrouver quasiment systématiquement, au début du stream en tout cas, avec encore une fois les informations qui vont bien pour faire en sorte que la communication se passe bien avec le binaire CGI bin. Et après ça, on va pouvoir retrouver assez souvent, ça va être deux éléments. Donc, ils vont être les key-values en fait, que vous allez retrouver notamment, par exemple, là, ici dans les paramètres de get d'une query HTTP. Chacun de ces éléments, ça va être du coup des chaînes de caractères, de strings, et ils vont être chacune des strings va être précédée par sa taille. Donc là, par exemple, si on a une query string en lol égale lel, on va avoir du coup 2 strings, qui va être lol, et qui va faire 3 et la string, et une seconde string qui va suivre le même schéma. Du coup, maintenant qu'on a compris ça, on va pouvoir commencer un peu plus à parler de la CVE. Alors là, normalement, c'est le moment où je monte ce code et je demande à l'audience où est-ce qu'il y a le bug, est-ce qu'il y en a
Et je piège un peu les gens parce qu'en fait, il n'y en a pas ici. Ici, c'est uniquement la partie qui va les récupérer, donc cette fameuse taille des clés et des valeurs au niveau du code. Et en fait, c'est plutôt propre. Ce qu'ils vont faire du coup dans ce code, c'est qu'ils vont prendre la taille en soit 1, soit en 4 octets. En fonction de la taille, ça permet de compresser un peu la taille de la requête, enfin du paquet. Il va voir ça si le premier octet est inférieur à 0x80 notamment. Et il va appliquer un masque au premier octet qui va être de 0x7f. Et en fait, du coup, ça va permettre de limiter la taille à int max. Sachant que les clés et la valeur vont être additionnées plus tard, ça permet d'éviter un int overflow justement normalement. Le problème, il vient plutôt de là. Ici, ce qu'il faut voir, c'est notamment la première ligne avec un malloc namelane plus valuelane plus 2. Le problème avec ça, c'est qu'on a deux entiers signés additionnés dans un size-t. Donc on a vu, normalement, les deux à intmax, ça ne devrait pas overflow. Le problème, c'est que intmax plus intmax plus 1, ça fait encore unsigned intmax, tout pile. Mais intmax plus intmax plus 2, ça fait 0 sur 4 octets. Donc pas de bol, à un octet près, ils ont du coup là pour le coup un dépassement d'entier. On a la possibilité du coup si on met les deux entiers à intmax sur ce malloc, de faire en sorte que la taille d'allocation soit 0. Sachant que un size-t sur 64 bits, c'est un entier qui va du coup être plus que int. Et donc cet overflow, il fonctionne uniquement en 32 bits. Alors ça, c'est en théorie. Parce qu'il s'est avéré que j'ai des collègues sur un CTF qui ont croisé du coup cette librairie qui était compilée en 64 bits. Et là, sur ces 4 petites lignes d'assembleur, ce qu'il faut retenir, c'est que donc RBX et R12, ça va être nos deux tailles, qui sont bien sur des registres en 64 bits, donc là pas de souci. Mais ça va être loadé dans un registre en 32 EDX. Donc malgré le fait que ce soit compilé que ce soit une machine en 64 bits, le compilateur fait que là sur le coup c'était quand même vulnérable. Du coup, au niveau de la finalité sur ce bug, on a une taille du coup de nos chaînes qu'on a définies à intmax, donc qui sont vraiment énormes, alors qu'on aura une allocation à 0. En soi, ça c'est intéressant sans l'être. On a une grosse peur en règle générale, c'est que si jamais on doit écrire dans la mémoire une string qui fait intmax, c'est énorme, ça va cracher largement avant qu'on ait eu le temps de faire quoi que ce soit. Donc dans l'idée, à partir de là, on va plutôt chercher à voir si on peut donner une taille qui est suffisamment grande comme ça, comme intmax, mais faire en sorte d'avoir une autre condition d'arrêt d'écriture pour écrire moins loin que intmax. Donc pour ça, on va toujours regarder un peu le code, et on va notamment regarder comment est-ce qu'ils vont faire leur système de buffering. Donc là, en l'occurrence, ça va être toute la suite des fonctions fcgx underscore getStr et getChar qu'on peut voir ici. Et on va creuser un peu et on va se rendre compte que ce système de buffering, il va fonctionner sur des fcgx streams. C'est une structure qu'on va voir un peu plus en détail tout à l'heure. Et sur cette structure, elle a quelques éléments qui sont assez intéressants. Notamment le stream isClose. Donc rien que par le nom, on peut avoir une petite idée de comment faire en sorte d'écrire moins loin, de ne pas écrire intmax en fait dans la mémoire. Et ça va se confirmer du coup ici dans le reste du code, où en fait, grosso modo, on a un système de buffering qui va effectivement prendre une certaine taille et s'attendre à avoir une certaine taille, mais il va lire dans le buffer de la socket du coup de la partie IP. Et grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que si jamais on envoie un paquet qui va, par exemple, si on envoie une taille qui est énorme, mais un paquet qui va être beaucoup plus petit, lui, en fait, il va juste continuer il va juste essayer de lire dans cette socket, mais si elle est fermée, il va s'arrêter de lire et il va arrêter de faire de la copie du coup dans le buffer. Du coup, ça c'est super intéressant parce que ça veut dire que notre dépassement d'entier qu'on avait tout à l'heure, on vient de le transformer en heap overflow grosso modo. Donc en buffer overflow dans un buffer en interne sur la heap qui est une copie de taille qu'on contrôle à 100% parce qu'il nous suffit juste de clore la socket. Donc c'est pour le coup beaucoup plus confortable que ce qu'on avait juste avant. Au niveau de l'exploitation du coup, comment est-ce qu'on va setup ça? C'est une librairie, c'est pas là pour le coup on n'est pas sur une machine qui est déjà prête, donc ça va être à nous de nous faire un petit setup pour tester la vulnérabilité. L'idée, ça va pas être de se faire un setup où on va trop se faciliter la vie. Ça va être d'utiliser un setup où on va essayer de se donner le moins d'outils à nous et d'utiliser le plus d'outils uniquement présents dans la librairie pour faire en sorte que ce soit le plus réutilisable en fait possible. Donc une VM en 32 bits.
Un binaire CGI, du coup codé lambda qui fait quasiment rien, juste il récupère des requêtes et il les parse. Et du coup, la socket IPC exposée. Au niveau des protections, on va tous activer sauf PIE. PIE, du coup, c'est une protection qui va randomiser les adresses du binaire. Mais par contre, on va tout ce qui va être ASLR, NX, etc., on va tout laisser activer. On va essayer de se restreindre à l'utilisation uniquement du code de la librairie, encore une fois, pour essayer d'être le plus réaliste possible. Et au niveau de la machine, du coup, ça va être un Debian 10 avec un libc 2.31 minimum, parce que en HIP, on va avoir au niveau de l'allocateur, on va avoir des protections sur les librairies. Et donc l'idée, c'est pas non plus d'utiliser une librairie trop vieille qui n'a pas de protection. C'est d'utiliser un truc un minimum récent quand même. Alors à l'origine, le but c'était un peu de taper l'allocateur, parce que, encore une fois, quand on n'a pas trop d'outils, l'allocateur, ça va être un truc qui va être commun sur toutes les librairies, quoi qu'il arrive. Donc, encore une fois, pour le réalisme, c'est un peu mieux. Le truc, c'est que, en fait, je me suis rendu compte que la librairie en soi, elle nous donnait absolument tous les outils dont on avait besoin pour réussir l'exploitation. Donc, c'était plutôt confort. Et ça va se baser, du coup, sur cette structure qui est la FCG Stream, donc on a vu juste avant, qui permettait de gérer le buffering. Elle a un truc qui est super intéressant. Ceux qu'on fait, je pense, de l'exploit l'ont déjà remarqué. Elle a 2 pointeurs sur fonction en fin de structure, donc fillBuffProc et emptyBuffProc. Donc des pointeurs sur fonction, ça va être des trucs qu'on va potentiellement pouvoir réécrire pour récupérer le contrôle de flux d'exécution, ce qui est parfait quand on va faire une RCE à partir de ça. Du coup, il y a un appel du coup à cette fonction fillBuffProc ici. Elle est faite de cette façon. On a un stream fillBuffProc, donc il va utiliser notre structure. Il va aller chercher l'offset de fillBuffProc pour aller appeler la fonction en question. Et le premier paramètre qu'il va utiliser, ça va être l'adresse de notre structure. Ça, c'est super intéressant encore une fois, parce que du coup, ça nous permet de ne pas avoir à contrôler le premier paramètre. Parce que le premier paramètre, il est déjà donné, le code va l'utiliser correctement. Donc nous, on aura juste au niveau du premier paramètre, quand on va faire notre overflow, au niveau de la réécriture, de juste le placer là en fait. Donc on va utiliser que des offsets, et ça nous permet de bypass notamment des protections comme ASLR, qui vont randomiser la mémoire et nous empêcher d'utiliser des adresses prédictibles en fait, grosso modo. Après, l'idée, c'est classique, je pense que même les gens qui ont fait du CTF s'en doutent un peu. L'idée, c'est d'avoir un système avec binsh ou ici un reversal, donc réécrire, écraser la fonction fillBuffProc, l'adresse du moins qui est stockée à cet offset, par celle de système, et d'avoir un /bin/sh en premier paramètre, donc en début de structure. Il y a quelques petits trucs à savoir pour comprendre la suite, c'est que, ok, on a une allocation à 0, mais malloc, il ne sait pas faire ça, des allocations à 0. Il a toujours des petits headers, des petites métadonnées qu'il va allouer au départ. Donc, une allocation, même à 0, va être une allocation en réalité de 0x10 sur le disque. Et l'état de la heap, du coup, va complètement varier en fonction de l'usage, en fonction des requêtes qui ont été faites avant, sur le serveur HTTP. Donc c'est quelque chose qui est random et on ne peut pas se dire encore une fois, on ne peut pas utiliser des offsets fixes tels quels. Au niveau du coup de la stratégie, dans l'idéal, ce qu'on aimerait avoir, c'est un premier état, on va dire, du binaire, où il va y avoir plein de petites données allouées sur la liste, et cette structure FCG Stream à la fin. À la fin, pourquoi? Parce que la structure, elle est allouée en tout début de requête. Et vu qu'on va vouloir l'écraser et qu'on va écrire entre guillemets de gauche à droite, si elle est avant notre premier buffer, on ne pourra jamais l'écraser. Donc l'idée, c'est d'avoir ça, une structure FCG Stream un peu à la fin avec plein de petites allocations qui tombent avant. En fin de requête, tout est libéré, tout est free. Donc là, toute la donnée qui était là, elle est réutilisable. On a un début d'une nouvelle requête, du coup, encore une fois, avec une structure FCG Stream qui va être réallouée par la requête pour pouvoir faire le buffering tranquillement. Et nous, toutes ces petites données qu'on va avoir là, on va essayer de faire en sorte que ce sont nos params qui viennent s'y placer au niveau de l'allocation. Donc là, on a param 1, param 2, param 3 qui vont être n'importe quoi, on s'en fiche. Et on va trigger notre overflow au niveau du dernier param qui va être juste contingent à la structure en question. Et on va vouloir la réécrire du coup pour faire ce qu'on a fait juste avant, donc réécrire la fonction fillBuffProc en système et avoir les paramètres contrôlés qui vont bien. On a toujours notre problème de heap qui va être random. Donc ça, en fait, c'est pas si compliqué à résoudre comme problème.
Tout ce qui va être binaire FCGI, etc., ça va être reboot en cas de crash. On a déjà une première façon de le crash, c'est juste de trigger l'exploitation telle qu'elle sans rien faire. Donc en fait, on va se baser sur le premier état initial du binaire, donc quand il vient tout juste d'être lancé et qu'on n'a encore rien utilisé. Et on va faire crash une première fois le binaire qui a eu son utilisation avant, et on va uniquement du coup se baser sur ce nouvel état-là qu'on peut en fait trigger en on demand, on va dire. Au niveau des calculs des paramètres pour se retrouver exactement dans le setup qu'on a vu juste avant, en fait ça va dépendre beaucoup de la librairie, ça va dépendre du PC, ça va dépendre d'énormément de trucs. Dans notre cas à nous, au niveau des calculs, il fallait 9 paramètres de 0x30 et 2 de 0x10. Je vous passe un peu le détail des calculs parce que grosso modo il y a des bins au niveau de l'allocateur et il faut compter pour être sur les bonnes bins et arriver au bon endroit. Le problème, après, pardon, l'idée, ça va être du coup de chercher dans le code où est-ce que cette fameuse fillBufProc va être appelée et de reach ce bout de code. Donc ça va être dans getChar, le premier appel qu'on va avoir sur fillBufProc. Donc getChar, c'est exactement la même chose que ce qu'on a vu avec getStr, sauf que ça prend qu'un seul char, donc ça va être utilisé d'ailleurs dans getStr. Et on a quelques petites conditions avant d'arriver à là. Il faut que la valeur isClose, du coup, qu'on aura réécrite pendant notre exploit, et isReader, soit true ou que isReader soit nul. Il faut pas que ce soit ça, sinon on va return la ligne en OF, on va pas atteindre notre fillBufProc stream. Et il faut pareil que RDNext soit égal à stop. Donc ça, c'est des pointeurs. Par chance, les pointeurs ne sont pas déréférencés avant notre fillBufProc. Donc on n'a pas la contrainte que ces pointeurs soient valides. Tant qu'ils sont égaux, c'est bon. On pourra toucher notre appel de fonction. Donc au niveau du contournement, comme on l'a dit, il va falloir que pendant notre offre, on fasse bien attention à ce qu'isClose soit nul, isReader soit non nul, donc on mettra vraiment ce qu'on veut, et qu'RD soit égal à stop, ce qui donne en fait un premier paramètre en bash, donc, que je rappelle qui va être utilisé directement dans le système derrière, qui est un peu particulier, qui va être espace /b point virgule nc-nvle, donc nvle pour avoir le pour avoir le reverse shell. Et du coup, pourquoi le espace /b point virgule avant, c'est qu'on veut une commande bash qui soit valide, mais dont les 4 premiers octets soient égaux aux 12 suivants, pour avoir du coup cette partie-là qui passe au niveau du code. Du coup, au niveau de l'exploitation, au niveau de la payload finale, ça nous fait un crash du binaire, un tag qui est réinitialisé à son état initial sur lequel on a calculé exactement les nombres de paramètres qu'il fallait lancer pour se retrouver dans notre shaping de if qui fait exactement ce qu'il faut pour écrire notre FCGX stream. Et une première requête web qu'on va lancer au tout début, de sorte à faire en sorte que ce fameux FCGX stream ne soit pas alloué au début de la if, mais un peu plus à la fin. Et donc ça fait quelque chose qui ressemble absolument à rien en termes de requête juste derrière. Header plus beginning repository plus param 0x30, etc. Plus un peu du coup nos ORX SFF, nos zéros pour que notre structure FCGX stream soit valide et passe dans le code qui va bien. Et à partir de là, du coup, on lance notre exploit, et on est content, on a notre petit RCE, on va dire uniquement par utilisation du coup de la libfcgi, et un exploit du coup qui est valide. Au niveau des fixes, du coup, il a fallu 4 mois pour avoir le premier merge de la PR. Donc le fixe, il est vraiment pas compliqué. Il faut juste faire en sorte que nameLane et valueLane ils soient strictement inférieurs, on va dire, à 0x7 FFFF, qui est intmax, grosso modo. Ce qui évite l'overflow. Ça permet encore de faire crasher l'application au besoin. Mais ça, pour le coup, ça demande des fixes un peu plus... pas compliqué, mais qui demande des modifications un peu particulières au niveau de la librairie, donc c'était pas trop vraiment, on va dire, à moi de gérer ça. 4 mois en soi pour un merge, c'est ok. Ce qui est un peu dommage, c'est que ce qui les a fait bouger pour avoir le merge de la PR, c'était qu'on annonce qu'on allait faire un article, quoi. Mais au moins ça a été fait. Par contre, ça reste de l'open source, donc on a 40 000 personnes qui vont nous expliquer qu'en fait, le code, il est pas bien parce qu'il est pas self-explanatory, qu'on comprend pas exactement ce qu'il fait. Bon, bref. Ça, c'était vraiment pas mon problème, donc disparition, faites ce que vous voulez. Un petit résumé, du coup, pour les pentesters et la blue team qui vont éventuellement croiser ce genre de truc. Qu'est-ce qu'on peut se dire? Déjà, est-ce que la socket FastAG, elle est exposée? Pour les pentesters, il suffira de vérifier la version.
Est-ce que c'est vulnérable ou pas? Et pour la Blue Team, moi j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux fixe quoi qu'il arrive et faire une socket Unix, parce qu'il n'y a aucune raison d'avoir une socket face exposée en soi. Donc c'est juste plus sécure de l'avoir en socket Unix, ça réduit la surface quoi qu'il arrive. Et au niveau de la version de la librairie, du coup, si jamais elle est inférieure en 2.4.5, donc du coup 2.4.5 c'est la version qui affixe le bug en question, si la socket est non exposée, il faut quand même regarder s'il n'y a pas moyen de s'en servir pour de la LPO. Donc est-ce que le process Nginx tourne en route, par exemple? C'est relativement rare, mais ça peut arriver. Et on a déjà vu du bypass de sandbox qui était possible vis-à-vis de ça. Donc on rentrait depuis le binaire SAGI, mais on était sandboxé. Et on pouvait s'en servir du coup pour passer directement sur le binaire Nginx et sortir de la sandbox. Pour la bulletin, c'est pas compliqué, hein, update à la version fixe, et c'est réglé. Donc voilà, je suis un peu en avance. Si vous avez des questions. Merci Baptiste. Putain, t'es loin. Merci pour la présentation. Pourquoi 32 bits pour la VM? 32 bits parce que c'est des entiers, c'est utilisé sur des entiers ciné, donc des entiers c'est de 32 bits. Ce qui fait que, comme je disais, en théorie, normalement, si vous avez une machine en 64 bits, les entiers ils vont passer en 64 aussi. Et 0x7 FFFFF, du coup, qui est le maximum qu'on peut envoyer, plus 0x7 FFFF plus 2 en 64 bits, ça va pas overflow. Moi, du coup, je l'avais fait de cette façon, mais comme on l'a vu, a priori, il y a quand même certains compilateurs sur lesquels ça overflow quand même. Donc, voilà. Ouais, parce que sur le code que tu as montré, il y avait un MoveSXD en dessous, il me semble. Il y avait sur Et lequel du coup, tu vas quand même avoir l'overflow, non? Pardon? Tu envoies des FF? Non, c'est un supérieur ou égal. Non, sur le code, sur l'assembleur au début. L'assembleur. Ah oui. Non, comme je disais, sur le code assembleur qu'on a vu, là, on s'est rendu compte qu'effectivement, ça overflow quand même, en fonction du compilateur. Donc, j'imagine que tu parles de ça. Ouais, exactement. Ouais. Et ici, en fait, Il y a le MoveSXD qui va. Ouais, voilà. En théorie, c'était pas supposé être vulnérable en 64 bits, mais dans les faits, là, c'est des collègues qui avaient vu ça, du coup, sur un CTF. Il s'avère que sur certains compilos, ouais, ça l'est quand même. Mais moi, j'étais parti, du coup, sur des 32 bits à l'origine, parce que, en théorie, normalement, c'était supposé pas être vulnérable en 64, quoi. Merci. D'autres questions? Merci, on peut encore applaudir Baptiste.